Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast de QI Basket, épisode 7 je pense de cette saison. Saison particulière puisqu'on est toujours dans la bulle. On est en train d'enregistrer, on est le dimanche 6 septembre et Milwaukee est en train d'essayer de faire ce qu'ils peuvent pour éviter de se faire sweeper. Savoir qu'il y a quand même Giannis Antetokounmpo là, qui vient de sortir sur blessure. Alors pour parler un peu de tout ça et de voir un petit peu notre avis sur les séries, un petit peu le jeu qui est proposé en cours pour le moment. Je suis accompagné de Cam et de Easy. Bonsoir messieurs. Salut les gars. Salut à tous. Alors Easy, je pense savoir que tu as un micro type iPhone ou un truc du style. Exactement. Voilà, fais attention parce qu'il frotte contre un de tes vêtements ou ta barbe ou je ne sais pas quoi, mais si tu pouvais juste le tenir un tout petit peu éloigné de toi, ce serait nickel. Donc je parlais justement de cette série entre Milwaukee et le Heat. Un score 3-0 pour le moment, un match en cours, un score qui peut paraître étonnant et en fait finalement peut-être pas tant que ça. Est-ce que Cam, tu peux nous donner un petit peu ton avis? Est-ce que toi t'avais vu le truc venir ou est-ce que tu es vraiment quand même surpris par le niveau du Heat? Alors, vu la chose venir, 3-0, non. Puis là, actuellement, on est quand même parti pour un sweep bien sale. Mais à côté de ça, Miami, c'était le pire tirage de base pour Milwaukee parce que maîtrise la défense en zone. T'as quand même plusieurs joueurs qui sont faits pour défendre sur Yanis ou au moins le gêner. Mais après, on en a parlé du coup après le 3-0 entre nous. Le problème, c'est pas que Milwaukee attaque mal, c'est que Milwaukee en fait ne s'adapte pas. Et surtout, je vais pas faire l'expert, mais globalement, on savait que si Budenholzer faisait pas les efforts et changeait pas ses rotations, ça passerait pas, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Mhm. T'as des joueurs qui jouent trop, d'autres qui jouent pas assez. Enfin, c'est pas normal que Connaughton joue 20 minutes, que Yanis en joue que 30, etc. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus une défense du hit qui est très, très, très forte. T'as 3-0, quoi. Et là, tu viens de perdre ta star à l'instant, quoi. C'était pas prévisible, mais au final, c'est pas surprenant, malheureusement. Mhm. Et après, même pour le temps de jeu, c'est même pas le temps de jeu qui me pose un problème. Moi, c'est à quel moment il sort ses joueurs. Quand je vois Antetokounmpo, il le sort pour le faire rentrer 30 secondes plus tard. Parfois, c'est compliqué. Et puis, ça doit être compliqué pour les gens aussi de se mettre dedans et de comprendre un peu le système de Budenholzer. Mhm. Mais d'ailleurs, il sait même pas. Tu parlais d'adaptation et je suis d'accord. Et à 2-0 même, enfin, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu testes des choses. Déjà l'année dernière, il y avait eu les mêmes problèmes. Et là, cette saison, tu retombes dans les travers et tu n'utilises pas. Enfin, je sais pas, mais Antetokounmpo, tu peux l'utiliser différemment. Tu peux l'utiliser en jouant sur la ligne de fond. Enfin, je sais pas, trouver des choses ou même le mettre en pivot avec que des shooters autour. Et enfin, je sais pas, il teste rien en fait. C'est ça qui me stresse, c'est qu'il teste rien. Ouais, tu peux encore éloigner un tout petit peu ton micro parce que quand tu parles ça, c'est un petit peu gênant. Mais oui, en même temps, c'est vrai, ça date pas d'aujourd'hui. Pendant la saison régulière, je pense que le Heat a pris 3 matchs sur 4. C'est ça. Donc les adaptations, c'est pas tellement à 2-0 qu'il fallait penser, c'était avant d'aborder le tour, tout simplement. Tu sais que tu vas tomber sur une défense de chien. Je sais qu'en face, tu as des joueurs qui sont capables quand même de scorer, même si c'est vrai que c'est pas toujours la première louange qu'on peut faire sur le jeu du Heat et dans le coaching de Spoelstra en règle générale. Mais là, je suis quand même ultra surpris. C'est de la manière dont ils ont abordé la série de manière globale, tu vois. Croire que Giannis allait pouvoir transpercer la défense et que de l'autre côté, Middleton allait arroser à 3 points et que ça allait suffire, c'est quand même ou très présomptueux ou très con. Un des deux, mais en fait ça m'a rappelé, j'en ai parlé un peu avec les gens de QI Basket, mais vous vous souvenez là, c'est la fameuse saison des Hawks avec Budenholzer qui était coach, Ouais. et vous avez fait 60 wins, je crois, le record de Et puis franchise, c'est fini en sweep. Hein. et ils avaient pris 4-0 contre les Cavs quoi. Alors ok, c'est LeBron, d'accord, mais ici, voilà, t'es aussi un super fric en face qui, malheureusement, qui est moins complet, effectivement, que LeBron. Il manque toujours ce shoot. Et là, ouais, il est en train de payer plein tarif. Est-ce que pour vous, là, s'il y a défaite ce soir, alors 4-0, 4-1, 4-2, tout ce que vous voulez, est-ce que pour vous, ça veut dire que Budenholzer à Milwaukee, il est temps que ça s'arrête au risque, au risque de perdre Giannis, par exemple? Il faut... En plus, attends, tu parles de la série Atlanta et les Hawks se sont souvent cassés les dents contre LeBron.
Et Ça Budenholzer, arrive il à aurait plein de dû. gens, je veux dire, voilà, ok, Oui, d'accord. non, mais bien sûr. Mais après, quand tu coaches Yanis, eh ben, t'as justement eu les armes. T'as vu comment LeBron a joué, comment ça s'est adapté et tout. Alors oui, il a un meilleur shoot, bien sûr, et puis il est tout simplement meilleur, LeBron. Mais ça te donne quand même quelques clés. Donc là, qu'est-ce que les Bucks peuvent faire de plus avec Budenholzer? Ils ont atteint leur plafond, là. Leur Ouais, équipe mais est... Ouais. après, toi, le problème qu'il y a, c'est toujours la même histoire NBA, c'est de virer un coach, ok, mais tu prends qui derrière, quoi? Parce que là, encore une fois, il n'y a pas une armée de coach qui est dispo et enfin, t'as intérêt à Euh, prendre un sacré cadre pour avoir les couilles de dire je vire Budenholzer et parce qu'après, tu vois, Budenholzer, ok, il s'adapte pas, mais là, sur le dernier match, Bledsoe, il est à 8 points, 4 passes. Enfin, il y a aussi un moment où dans cette équipe-là, Bledsoe, ça fait quand même 3 ans, depuis qu'il s'est pris la race par Terry Rozier, qu'il est plus haut niveau en playoff. Et, ouais. il y a cet effectif-là, il est bon, mais t'as encore des ajustements à faire. Il est loin d'être parfait. Non, Et t'as une star qui a même pas je dis- 25 ans. je dis pas le contraire, mais là, il y a quand même un gros problème de coaching, quoi. Ouais, oui, complètement. Mais Non, après, mais voilà, Budenholzer, tu sais que tu auras au moins un minimum, quoi. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et donc, du coup, effectivement, t'as pas de grosse star, on va dire, coach sur le marché, quoique. C'est parce qu'il y a des mecs peut-être qui n'ont pas coaché depuis 2-3 ans ou dont on a peut-être un Ouais. petit peu oublié. Hein, peut-être qu'ils pourraient faire très très bien le taf. Mais regarde Toronto. Hein. Regarde Toronto, Nick Nurse il vient de nulle part, boum, voilà, ça fonctionne. Brad Stevens à l'époque, ça fonctionne aussi. Ça n'a pas fonctionné tout de suite, mais ça a fini par fonctionner. Moi j'ai un peu peur que le Giannis ils se disent bon ben voilà, ok, d'accord, le supporting cast est pas ouf, mais en même temps ils vont pas savoir faire grand chose non plus à l'intersaison. Derrière t'as Budenholzer qui reste ou qui s'en va. T'as quand même de quoi te dire bon bah j'irai peut-être bien voir ailleurs où on a envie de mettre toutes les chances de mon côté pour gagner, quoi. Mais tu penses que Yanis, il serait plus frustré que Budenholzer reste ou qu'il parte? Ah bah moi je pense qu'il serait plus frustré que Budenholzer reste, je pense. S'il est pas con, alors je sais bien qu'il y a eu, on m'a dit oui mais regarde quand Kidd est parti, ouais mais Kidd c'est le coach qui l'a accueilli à ses débuts, c'est avec lui qu'il a grandi, c'est sa première expérience on va dire avec un coach En il me NBA. semble, en NBA. Donc c'est pas pareil, c'est le premier, donc il y a toujours une petite partie sentimentale là-dedans. Là maintenant, je te jure que Pat Riley il vient à la Free Agency en lui disant t'as vu ce qu'on t'a mis bien, on est bien. T'as pas envie de défendre ou t'as pas envie de te casser les couilles, bah écoute, il y a Jimmy Butler qui est là, il y a Bam Adebayo qui est là, il y a Jake Crowder qui est là, enfin, tu vois, ça peut aller vite. Hein. Après, je sais pas, pour moi, toute cette situation, c'est délicat parce que Yanis, il est dans le même côté, il est très. Je veux gagner à Milwaukee, je veux pas partir, je Mais veux ça, pas. tout le monde. Ça, Je, tout le je veux monde. pas. Oui, mais lui, il est quand même dans l'extrême un peu à la Lillard. Il a déclaré que lui, l'été, il veut pas aller faire copain-copain avec je sais pas qui dans des pick-up games. Ouais. Tu vois, il est particulier quand même. Donc, Après, tu me diras, les Browns avant de partir, oui, c'était le même état d'esprit. Hein, sauf qu'un un dernier soir à se prendre une correction par les Celtics, bah, il a réfléchi fort, hein, ce qui est logique. Hein. C'est ça. C'est ça, je crois que LeBron dans une autre mesure, lui il avait vraiment un plus gros objectif en tête et peut-être que c'est pas le cas de Yanis et peut-être que Yanis à 25 ans il se dit bah ça va j'ai encore du temps, ce qui est pas faux évidemment. Mais quand même, si t'as une franchise qui vient avec un vrai projet, pour moi c'est lui qui est le mieux placé pour aller le chercher. Surtout après. parce que là, il lui surtout reste après un an de ici. contrat. Hein. Ouais, surtout C'est après, ça. surtout après ce qui s'est passé ici, quoi. Et derrière, si t'es Milwaukee et que Giannis à l'intersaison te dit bon ben moi je veux qu'on me trade, t'as intérêt derrière à récupérer tout ce que tu peux, tu vois. Et ce serait quoi pour toi le deal idéal là, si Voilà, tu devais trader? la contrepartie est compliquée à te sortir comme ça, tu vois, mais vis-à-vis de Miami, il y a certainement moyen de mettre des choses dans le tas, tu vois. Tyler Hero, Robinson, tu vois, tu Duncan peux. Robinson, tu vois, des mecs qui sortent Ouais. de nulle part, qui leur ont coûté zéro. Kendrick Nunn, t'envoies tout ça. De toute façon, O'Reilly, apparemment, il a une patte de lapin de la taille d'un ours. Il va aller chercher ce qu'il faut à la draft. Donc, finalement, tu peux même lui donner le 42e choix. Il va te sortir un mec qui va te mettre du 20-10 la saison d'après. Donc, Ouais, après, non, moi j'irais plus sur une autre équipe quoi, pour le trade, justement. dis-moi. Bah, les Warriors, ils ont le choix numéro 2. Ouais, aussi. C'est- Ouais, après, la draft est pas ouf, donc c'est pas tellement avec Ouais. ça que tu peux faire rêver des gens. Non, non mais plus. t'auras pas que ça. Je pense que t'auras le pick 2 et puis un autre joueur
un autre joueur à côté. Ça peut être Wiggins ou Pascal ou un truc comme ça, tu vois. Après, Après, je bon, vois, ça fait moi, pas rêver enfin, par rapport à Yanis. alors je veux pas démotiver les fans des Bucks, hein, il est pas parti encore, hein, votre gars, mais je vois plus Giannis évoluer dans un univers comme celui du Heat que celui des Warriors, par exemple. Ah oui, non, bien sûr, non, je me mets vraiment à la termes place du de- GM des Bucks qui va vouloir récupérer les meilleurs assets possibles, quoi. Je pense que le cas de jurisprudence de Kevin Durant, malgré ce que les fans des Warriors peuvent peut-être penser, je pense que ça va en faire réfléchir beaucoup avant d'aller signer chez eux, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi je suis pas Riley, je lui brosse le tableau du hit et puis je lui dis bah écoute, si t'as envie de te prendre une réputation de pet cul comme Durant t'a eu en allant signer aux Warriors, tu fais ce que tu veux, mais derrière les gens ils vont plus te respecter pour rien du tout, quoi. Ouais, mais là, ce sera pareil, parce que là, il va se faire sortir 4-0 par Miami pour les rejoindre après, tu vois. Ouais, ok, mais c'est pas tout à fait pareil que la meilleure équipe en saison régulière que tu t'as battu, pardon, contre laquelle tu menais 3-1 et qui t'ont remonté 4-3. Tu vois? Ah non, ce que tu veux dire, après, ça dépend aussi beaucoup du parcours de Miami après. Si Miami va en finale. Après, tu vois, tu me diras, le truc, c'est justement, t'as la place de Riley. À limite, va le voir cet été. Tu lui dis, écoute, garçon, il te reste un an, je vais pas me ruiner pour t'avoir. Tu viens en agent libre, je te mets la blinde, parce qu'ils auront la place en plus en 2021 pour le signer à fond. Franchement, moi, je suis Riley, je prends pas de risque. Hein. Tu railles de ton effectif comme tu peux. S'il faut trader l'été prochain, tu le feras, mais prends ton temps. Ils ont le temps, le hit, en fait. Ah non, Parce que Milwaukee n'aura peut-être pas, quoi. Eux, ils sont sereins. Après, c'est quand tu veux forcer le truc pour te dire, bon, ben voilà, je veux être compétitif à 2000%, encore plus que maintenant. Bien sûr. Directement, c'est une manœuvre. C'est vrai que c'est pas le genre de Pat Riley d'agir sur un coup de tête, hein, je dis pas ça, mais ça pourrait se comprendre aussi que le mec ait pas envie de se retrouver en concurrence sur le marché de la free agency, de dire bah voilà, Milwaukee, le gars vous allez le paumer, maintenant dites-moi ce qui vous intéresse chez moi et je vois ce que je peux faire, quoi. Ouais, c'est bien un coup à la Riley, ça en plus. Ouais, c'est ça. Quitte à avoir un deal à 3 équipes, hein. Ouais. Ça peut se faire aussi, hein. Après, je vous annonce que dès ce soir, si Milwaukee sort, ou dès qu'ils sortiront, en fait, on aura des montages de partout avec le maillot des Knicks. Hein. Voilà. Oui, comme d'habitude. Et pour finir avec Julius Randle et je sais plus qui. Non, mais soyez prêts, quoi. Ouais. Soyez prêts, soyez chauds, soyez motivés. Ça va être magnifique. Mais bon, enfin voilà, le match est pas joué, la série est pas jouée, mais ça commence à fortement sentir le sapin du côté de Milwaukee et bah voilà, c'est. Et après, Milwaukee pense aussi que c'est quand même un petit marché et que eux ils peuvent se dire bon, il nous reste un an de Yanis, bah on va tenter un truc, on va tenter un trade ou quoi que ce soit et Riley, t'es gentil de nous appeler, mais on va tenter un dernier truc, quoi, parce que c'est la seule solution. Mine de rien, c'est quand même. Mine de rien, c'est ta superstar que. Enfin, c'est quand la dernière fois que t'as eu une superstar comme ça à Milwaukee, quoi? Après, qu'est-ce que Karim. Tu vas trader quoi? Tu vas trader Middleton? Non. Bah non, je sais pas. Après, tu sais, il y a toujours. Qui tu vas envoyer? Ouais, non, il n'y a pas beaucoup de pièces. Ils ont pas de fric, donc il faut faire des trades. T'as Bledsoe qui peut quand même intéresser du monde. T'as, je sais pas, Brook Lopez, je sais pas, tu peux bricoler. Tu vas voir quoi pour ces joueurs-là? Non, pas grand chose, mais faut que tu fasses un coup de toute façon. Ouais, je sais pas. Oui, tu tentes, forcément tu tentes pour le tout. Moi je pense que tu commences par le coach. Je pense que direct le lendemain, Budenholzer, ok, je suis d'accord. Ciao. Et après tu vas voir Yanis, tu dis bon écoute, il y a un mec qui t'intéresse en termes de coaching. Voilà, et là il va te dire Expulsera, tu fais ok, c'est marrant, mais avec quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Non, mais avec ces conneries, c'est Atkinson qui va finir là-bas, et puis ils ont coiffé tout le monde. Ça serait cool avec Atkinson chez Bucks, hein. Ouais, pas forcément, tu sais, je suis fan des Bulls, donc. Ouais, c'est pas faux. Non mais t'inquiète pas, Lou est parti vers Philadelphie. Tant que t'as pas Lou, c'était que t'as pas perdu. Faudra qu'on en parle, ça. Ouais, putain, ça va être chaud. Ben voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à vous donner vos avis par rapport à Budenholzer, par rapport aux Bucks en règle générale et au futur de Giannis. Et comment est-ce que vous feriez revenir dans votre belle et sympathique franchise. Ça nous intéresse bien évidemment. L'autre série, c'est les Raptors qui ont égalisé à 2 partout contre les Celtics. Donc les Celtics qui menaient 2-0 et puis les Raptors ont pris les 2 matchs au TD Garden. TD Garden de la bulle. Et donc on a une série. Est-ce que la série est complètement relancée, Easy?
Je pense qu'il y a eu un vrai tournant, là, ce shoot d'Anunoby, c'est le tournant. Et en fait, moi, je veux pas faire le mec, mais moi, j'avais pronostiqué 4-2 pour les Raptors, et je m'y tiens, quoi. Et là, je pense que ça les a remis en route, et enfin, faut dire que Boston, les 2 premiers matchs, ils étaient quand même exceptionnels, surtout le premier. Tout rentré, Tatum était formidable. Et là, ça les a remis un peu dedans, et moi, je vois Toronto passer. Honnêtement, je vois Toronto passer. Ok. Surtout que Siakam est pas excellent, et quand on l'a vu prendre les choses en main là sur le dernier match, quand il a compris qu'il fallait jouer inside, coucou Yanis, et ça passait. Et puis finalement, il y a peu de gens qui peuvent le stopper à Boston, puisque c'est quand même leur point faible, la raquette. Donc je m'en fais pas trop en fait pour Toronto. Après, c'est pas pour calmer ton prono ou les ardeurs des Raptors, mais il faut quand même rappeler qu'on a un shot, quand même, pas miraculeux, mais. Ah si, totalement miraculeux. Quand même, ouais, on n'est pas très loin de ça pour faire 2-1. Et hier, on a un Jalen Brown qui est complètement cata. Et de l'autre côté, les Raptors qui, pour le coup, rendent assez bien ce qui shoot à 3 points. Et par contre, Boston, pas du tout. Donc, t'es quand même sur une double dose de chatoun qui est pas négligeable, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Après, on regarde aussi le match. Je crois que c'était le premier match où là, c'était l'inverse. C'est Toronto qui rentrait rien. Ouais, bien sûr. Et puis, encore une fois, Siakam, il est à combien à 3 points là, dans cette série? C'est lamentable. Hein. Déjà, Siakam, pourquoi tu shots à 3 points? Ouais, Pourquoi c'est pas faux. Pourquoi Après, il a pas le choix. Boston défend très bien. Oui, il a Mais les espaces, il les prend quoi. Il y a des fois, hier, pour ceux qui ont regardé le match, il y a des fois, il est tout seul dans le corner. Déjà, qu'est-ce que tu fous dans le corner? Il reçoit la balle à 3 points, il n'y a personne. S'il tapait à ce moment-là son meilleur drive pour aller au panier et essayer de faire quelque chose, là je dis pas. Mais il l'a compris en fin de match. En fin de match où il prend Ouais. les ballons poste bas et qui joue dos au panier. Et c'est rentré, je crois, quasiment tout le temps. Ah oui, c'est ça. Mais hier, je crois qu'il fait du 1 sur 8, un truc du genre, avant de comprendre Ouais, que ça sert à rien, tu vois. Donc, je sais pas. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce qui avait particulièrement déclenché le fait qu'il s'en sorte mieux, parce qu'il était plutôt bien tenu. Je sais pas s'il bougeait mieux, s'il a repris un peu du poil de la bête. En tout cas, la défense de Boston m'avait pas l'air plus faible hier spécialement. Mais peut-être qu'il a, voilà, il a peut-être trouvé le truc pour effectivement taper Boston là où ça fait mal, c'est-à-dire à l'intérieur. Eux, au contraire de Milwaukee, ils ont quand même Nick Nurse, Ouais. qui est un génie, et lui, il prépare, enfin, ses ajustements, je veux dire, il prépare une saison du début du premier match amical jusqu'à la fin, quoi. Donc lui, la saison régulière, c'est pas genre, on fait des matchs pour les gagner. Non, il fait des matchs, il teste, il s'en fout de gagner, perdre, etc. Il teste. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Pour le coup, Il y a ça, là, je serais un peu plus mitigé parce qu'il est quand même en train de surrider ses 3 joueurs stars. En termes de minutes, si les mecs arrivent vivants en finale, ce sera déjà très très bien. Et puis, Siakam, il a trouvé un peu sa solution tout seul hier. Moi, j'ai pas vu des adaptations où Nurse essaye de remettre spécialement Siakam dans le match. Hein. Après, tu vois, il a pas le choix en fait, malheureusement, avec Siakam. T'es forcé de le rider, lui, Van Fleet et Laurie, quoi. Ils ont un bon effectif, mais Anunoby, tu peux pas lui filer la balle, lui dire allez hop, débrouille-toi, mets-moi un panier. Cet effectif, il est bon, mais il en manque un pur scoreur, simplement. Ouais. Et dans une défense comme ça, parce que Tatum, Brown, etc., ils défendent très bien Siakam, mais ouais, c'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué pour Toronto au global d'attaquer dessus parce que c'est l'équipe cauchemar. Tu défends très bien tes extérieurs, tu défends bien à 3 points. Il y a que à l'intérieur où tu as la place, mais encore une fois, c'est chaud quoi. Et tu peux pas bourriner tout le temps à l'intérieur et espérer remonter des gros runs quoi. C'est compliqué. Est-ce que tu fais des changements dans le 5 de départ? Est-ce que tu mets peut-être Ibaka à la place de Gasol? Bon alors moi je suis un grand fan de Gasol, forcément avec Memphis, mais non, mais Gasol objectivement je le fais sortir du banc. Là il n'y arrive pas. Que ce soit c'est pas qu'il est perdu, mais bon, il a 36 ans, c'est compliqué. Tu remets Ibaka en pivot, comme ça a été le cas quasiment toute l'année. Tu mets Ibaka en pivot, tu mets Siakam et en 3 tu laisses Anunoby, tu railles comme ça. Hein. Ibaka il fait une bonne série par contre, tu vois, en cumulé, et jouer là-dessus, t'as pas le choix. Parce que je pense que Gasol il aurait plus
plus de facilité sur la second unit de Boston, tu vois, pour les faire un peu à la filou, tu vois, faire des petits moves Ouais, un petit peu malins pour mettre les plus jeunes dans le rouge au niveau des fautes ou bien du comportement, tu vois. complètement. Puis là, même s'il a perdu du poids, Ibaka pour switcher, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, Ouais, et c'est puis pas le ça mec. repose Laurie dès le début, quoi. Enfin, Ouais, parce que puis par Parce que là, contre, Laurie, il faut là, qu'il prenne toutes les responsabilités dès le début de match, c'est un peu compliqué aussi, quoi. bah, attention, là, Laurie fait Toronto, des. Toronto est Laurie est là. revenu à 2-2, mais Lowry fait un match énorme. Hein, et ils sont forcés qu'ils fassent un match énorme pour gagner. Moi, je crois que j'essaierai ça quand même. Je mettrais Gasol en facilitateur de jeu et en espèce de petit salopard de raquette sur la seconde unit de Boston. Vraiment. Parce que tu vois bien, à chaque fois qu'Ibaka rentre, ça va mieux. Mais après, Gasol, enfin, je veux dire, là aussi, si tu le positionnes bien à l'intérieur, qui peut le stopper à Boston? Moi, je le trouve très décevant, Gasol. Et je trouve, enfin, je sais pas vous, si c'est une impression que j'ai ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il est un peu frustré, quoi. Sur chaque action, Ouais. sur chaque passe, il est énervé, tu vois. Bah, Et il me donnait déjà cette impression sur le round d'avant. le jeu d'attaque des Raptors lui va pas très bien là pour le moment, j'ai l'impression, et la défense de Boston est super casse-couille. Et ça voilà, hein, ça change pas. Bah, il a pas le ballon, quoi. En fait, simplement, tu peux pas. Il a pas de ballon, Voilà, donc tu peux c'est pas ça, ouais. scorer. Et comme vous le disiez, lâche-le sur le banc, mets-le tu le fais rentrer, tu dis écoute, voilà, tu vas avoir 3-4 ballons dessus, il va chercher des fautes. Mm. C'est mieux parce que c'est quand même con d'avoir un pivot comme ça qui a été All-Star, 10 points, etc. et de pas lui filer la gonfle au poste ou même à 3 points, quoi. C'est un peu moche. Parce que du coup, tu réglerais aussi un autre petit problème, c'est Powell, parce que Powell en défense, ça se passe plutôt bien. Mais alors en attaque, c'est compliqué. S'il avait un bon point d'appui en pick and roll par exemple avec lui, je pense que ça ouvrirait vachement le cercle pour qu'il puisse y aller de manière un petit peu plus cool que là. Parce que là, en finition, les déchets techniques qui sortent, hier je crois que c'est 3-4 flotteurs relativement faciles qui ratent complètement. Il y a un lay-up aussi à un moment qui rate, donc enfin ça coûte des points tout ça. Mm. En tout cas, Ouais, il va tout y à fait. avoir. C'est ça qui est pas mal dans la série, j'aime bien, c'est que tu sens que c'est pas encore. Il n'y a pas encore eu le fine-tuning des coachs pour vraiment ciseler parfaitement les rotations, quoi. Tu sens que le produit est encore un peu brut, ça se bat, donc il y a déjà l'intensité d'une belle série, donc ça c'est cool. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore il n'y a pas encore toute la finesse des deux coachs qui sont de bons coachs, hein. Bah, et tu vois, bah, moi, c'est à Boston que je changerais le 5 de départ, justement, en mettant Robert Williams. Parce que le mec, la raquette de Boston est assez faible, comme on l'a dit. Et ce mec-là, il a de la dynamique dans les jambes. Il peut bouger partout. Et je le trouve plus intéressant, en tout cas au début de match, que Tice. Ah, mais est-ce qu'il risquerait pas de se retrouver en fall trouble Oui, il le fera, de toute en façon, quoi étant un qu'il peu arrive. trop foufou? Après, s'il l'est, c'est pas non plus très grave. Et je pense qu'il le sera. Voilà, que s'il est amené à l'être, il le sera. Mais j'aime beaucoup son énergie. Et de l'avoir d'énergie comme ça dès le début de match, je sais pas, je trouve ça intéressant. Et surtout, si en plus il y a l'ajustement Ibaka, bah, moi je le ferais directement rentrer. Ok, pourquoi pas. C'est vrai. Après, pour moi, surtout le souci, c'est Kemba Walker toujours pas régulier, quoi. Et c'est aussi ce qui leur coûte les matchs. Hein. Ça c'est sûr qu'on attend, je pense que tout le monde attend un peu plus de Kemba Walker, hein. Un petit Parce souci que, bon, avec les meneurs, hein. clairement, il a Kylori sur la tête, donc c'est un gros taf. Mais à côté de ça, il rentre pas ses shoots, je veux bien. Je peux comprendre, sur un gros match, t'es défendu, etc. Mais à la passe, c'est pas ça. En défense, je vais même pas en parler. C'est compliqué, quoi. Et tu peux pas rider uniquement sur Tatum et Brown et dire aux autres, bon bah voilà, faut défendre et débrouillez-vous, quoi. Ça, c'est un truc que je comprends pas très bien par exemple de la part de Toronto, c'est pourquoi est-ce qu'ils ciblent pas plus sur Walker en défense. Exactement. Parce qu'ils le font de temps en temps et quand ils le font, c'est open bar, tu vois. Genre hier, ils ont fait. Ben justement, c'était Siakam, ils ont fait un bête écran pour forcer le switch. Siakam s'est retrouvé contre Kemba Walker et bon, après tout le monde s'est barré pour qu'il puisse jouer son ISO et voilà, ça a fait 2 points faciles et je comprends pas trop bien. Parce qu'en plus, Brad Steven ne le cache pas. Spécialement, j'ai pas l'impression qu'il le cache en défense donc. Ouais, et puis après, en plus, derrière, t'as juste Wanamaker. Parce que Marcus Smart, il doit déjà remplacer l'absence de Gordon Hayward. Gordon Hayward, ouais. Ouais, donc non, je suis totalement d'accord avec toi. Et le ciblé, au pire, il fera des fautes. Et s'il fait pas de fautes, bah, de toute façon, il se prend 2 points sur le paletot. Donc C'est ça. c'est tout gagné. C'est ça. En
plus, il a l'air assez nerveux là, Kemba Walker. On l'a vu plusieurs fois s'énerver sur des calls hier. Bah bon, quand t'es pas dans ton match et que tu mets pas tes points, tu mets pas tes tirs, forcément t'es un peu plus sensible quand un arbitre siffle contre toi. Mais c'est ça que je vous disais par rapport au fine-tuning des coachs. C'est là que j'attends. J'en attends plus de l'un et de l'autre. Et je trouve que pour le moment, ils ont pas encore. Enfin, si, t'as les changements de défense, les ajustements et tout qui se font, mais c'est pas vraiment encore très très précis. Je trouve que ça mérite mieux de la part des coachs comme ça. Mais j'en je veux veux plus. pas non plus leur jeter la pierre parce que Non, c'est pas les le matchs c'est tous les 2 jours et je me demande vraiment s'ils ont le temps de faire des ajustements parce que tous les 2 jours ça veut dire que faut que tu gères la récupération, faut que tu gères ton équipe et en plus que tu regardes la vidéo et que tu te dises attends il y a ça qui va pas. Je sais pas, Mais pour moi c'est quand même pas ces compliqué playoffs c'est un peu bâclé. C'est quand même pas compliqué de dire à ton pivot qui est du côté de Kemba Walker, tu fous le camp de l'autre côté au corner et tu laisses un 2 contre 2 sur le côté et puis dès que le switch est fait on fait une ISO quoi. Je sais contre une zone c'est très compliqué à mettre en place etc mais même contre une zone c'est tout à fait jouable quoi. Justement sur du déplacement bah à ce moment là tu le fais au déplacement de ballon et pas tellement au déplacement de joueur mais ça reste jouable quoi. Je sais pas ça me paraît... J'en veux plus. Peut-être gourmand, mais c'est comme ça. On va changer de conférence un petit peu, on va aller du côté des Lakers hein, qui sont menés 1-0 contre Houston. Ce soir, je pense qu'ils jouent, je ne sais. J'ai vu qu'il y avait Ouais, c'est ça, Davis, 2h30 match 2. Ouais, LeBron James et Rajon Rondo qui étaient en probable. Alors, ça sent quand même un petit peu le bluff, j'ai du mal à imaginer LeBron et Davis aller s'asseoir alors que c'est 1-0 pour Houston. Est-ce que le premier match vous a surpris, messieurs? On va commencer avec Easy. Ouais, totalement. Parce que vraiment, je pensais Houston au bout du rouleau, après sa longue série. Et puis, tout bêtement, je pensais qu'en fait, Anthony Davis, il allait juste être beaucoup trop dominant pour eux et les écraser. En fait, Tucker, il a fait un taf monstre sur lui. Et puis, de l'autre côté, les Rockets, ils ont pu mettre leur jeu en place. Et quand ça rentre, voilà, hein, tu peux juste regarder et puis faire la remise en jeu. Ouais. Est-ce que ça sent pas un peu l'excès de confiance, Cam, le premier match? Si, totalement. Après, tu vois, par contre, j'ai pronostiqué 4-1 pour cette série. Je m'attendais à ce que LA perde dès le début. Ok. Parce qu'ils n'ont pas joué depuis un petit moment. Puis après, voilà, Houston, ils sont fatigués, mais mentalement, je pense que ça leur a fait quand même beaucoup de bien de passer contre le Thunder de Chris Paul. Mais à côté de ça, Los Angeles n'a pas les armes en fait pour défendre efficacement Harden et Westbrook. Ils n'ont pas Avery Bradley. Leur meilleur défenseur extérieur, c'est Danny Green en fin de carrière. En fin de carrière. Et à côté de ça, voilà, comme Izzy l'a dit avant, Tucker il fait un gros match. Tout simplement, les shoots rentrent pas. C'est toujours le même souci que cette équipe de Los Angeles. Si t'as 3 shooters à 3 points qui rentrent par leur tir, t'as beau avoir 2 monstres à l'intérieur, tu passes pas quoi. Enfin, tu passes pas. Là, je pense que ça va leur. Je pense que ça va les énerver un petit peu d'avoir perdu et voilà quoi, ils vont se relancer. Et, On a vu LeBron pas de points en quatrième carton, mais justement quand t'as 2 monstres comme ça à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il suffit de faire pas un 5 out mais un 3 out et on passe les balles au poste bas et c'est fini, y a qu'à attendre. Déjà Vogel il a dit que Davis il jouerait poste 5 enfin. Ah, bien. On va voir ce que ça donne. Mais après, les shooters des Lakers, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, il y a qui de vraiment fiable aux Lakers? Non, mais normalement, t'es pas censé avoir. Enfin, vu les dispos des deux équipes, t'es pas censé devoir te dire, oh, on a besoin de nos shooters, tu vois. Oui, non, c'est sûr, mais enfin, la tactique elle est simple. Tu donnes le ballon à Anthony Davis en bas. Ok. Bon, si t'es les Rockets, c'était pas con. Tu doubles sur lui, donc ça te libère forcément un shooter. Davis, il va te mettre tes 30 points. Mais derrière, si t'as personne pour mettre un ou deux shoots pour libérer Davis, ça devient vite dur quoi. Et c'est pas avec des matchs comme KCP qui l'a fait que ça va les aider. Normalement, il y a une prise à 2 sur Davis. LeBron il flash dans la raquette. Peu importe si quelqu'un est sur lui, tu lui files la balle en alley-oop. Regarde Westbrook. Hein. C'était pas un alley-oop. Tu vois, c'est ce que j'allais dire en fait. Moi, ce qui me surprend, on en revient à ce qui se passe un peu à l'Est. C'était Frank Vogel, tu vois ton équipe elle shoot mal, t'arrêtes, tu leur dis aux mecs on va arrêter, vous allez, tu fais des cuts, t'as KCP, t'as quand même du taf, t'as des athlètes, tu leur dis aux mecs maintenant vous arrêtez vos conneries, vous allez me chercher des fautes,
Et ils ont pas su le faire, ils sont pas méchants. En fait, c'est vraiment le souci. Que ce soit les Clippers ou les Lakers, c'est pareil, même problème. Cette équipe, elle est gentille. Où tu vas mettre des écrans à des mecs qui ont pas le ballon, tu vois, des écrans à l'opposé. LeBron, C'est c'est quand même un passeur de foot. Tu le mets sur l'aile, tu fais couper à l'opposé. Normalement, t'as un mec qui est à peu près libre et puis c'est terminé, tu vois. C'est 2 points. Moi, enfin, je comprends pas non plus le coaching de Vogel et de ses assistants là-dessus. C'est de la sous-exploitation, quoi. Ou alors, c'est effectivement peut-être, comme je vous l'ai dit, de l'excès de confiance où les mecs se sont dit, bon, bah, c'est les Rockets, s'il y a personne qui passe à 1m80 les bras levés, c'est bon, on va y aller, quoi. Mais après, au-delà de ça, tu vois Houston passer? Non. Moi non plus, tu vois. Non, mais j'ai un peu l'impression que LeBron, je l'ai trop vu à Cleveland jouer avec la conscience qu'il devait aller loin. Et donc du coup, je l'ai vu plus d'une fois jouer avec le frein à main, à part la dernière saison où il avait tellement pas le choix qu'il a dû prendre tous les matchs à son compte et il est arrivé cramé, je pense, pour les finales. Donc j'ai eu l'habitude de le voir comme ça et de pas paniquer pour un sou. Donc je pense que ça doit être à peu près la même chose. Mais derrière, tu te demandes si cette équipe elle est coachée tout court, quoi. C'est pas normal. C'est pas pour enlever du talent ou du mérite aux Rockets, hein. Loin de là. Et ils ont très bien joué leur coup. Et ils feront certainement encore d'autres très bons coups de l'autre côté. Je comprends juste pas comment les Lakers arrivent avec une tactique qui est établie comme ça, en train de se dire bon bah voilà, on va faire ça, quoi. Putain, c'est. Après, ça, tu vois, tu me diras. Ils ont été premiers à l'Ouest toute l'année avec une grosse défense. Et justement, le fait on a 2 monstres à l'intérieur et le reste, on shoot à 3. Enfin, Vogel, il va pas réinventer son basket là maintenant, alors que toute l'année, enfin, ces systèmes, c'était rien de dingue, hein. C'est un écran, tu vite fais la balle à LeBron et tu. Mais voilà. Ils ont. Le système d'attaque quand LeBron est là, il n'y a pas grand chose en général. Mais bah, même les jeux à deux LeBron Davis qu'on a vu en saison, bah, je sais pas, je les ai pas du tout reconnus là dans ce premier match. Bah après, tu me diras, on oublie que Houston, c'est actuellement la meilleure défense en playoff. Ouais. Puis surtout, Covington et Tucker, c'est pas des peintres et c'est des joueurs qui justement sont calqués pour arrêter ce genre de joueurs. Ils font pas 2 mètres, mais je voyais ça sur Twitter. On demande pas à Tucker de contrer avec la tête, tu vois. Il a des grands bras, il est Ouais, costaud, bien sûr. c'est. Il l'a fait contre Schroeder. Il est massif. Mais... il est massif, mais normalement, enfin, LeBron, en plus d'être massif, il est quand même relativement rapide. Donc, enfin, je sais pas. En fait, Et puis après, le problème des Lakers, c'est que Davis, c'est pas un joueur dos au panier, quoi. C'est un joueur qui attaque le panier face au panier. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif pour Houston. C'est vrai, ça c'est clair. De fait, effectivement. On va passer donc sur la dernière demi de conf, à savoir les Clippers contre Denver. Denver qui a égalisé hier soir. C'est pas de blow, enfin si le premier match c'était un blowout quand même. C'est pas que c'est des blowouts, mais pour l'instant on n'a pas vraiment eu de match à proprement parler pour se rendre compte un petit peu si une équipe était vraiment au-dessus de l'autre, puisque chacun a eu son heure de gloire. Un peu c'est un peu un partout là, à tous les niveaux. On va demander à Cam mon avis. On le dit à chaque podcast, j'ai l'impression, mais cette équipe des Clippers, elle m'énerve, elle est insupportable. Sur leur dernier match, c'est dégueulasse, hein, j'ai pas autre mot, hein. Beverley qui revient, Beverley il a fait 2 fautes techniques, il met même pas 10 points, hop, ça dégage. Et enfin, là il y a un partout parce que Jokic aimerait se réveille, mais il devrait y avoir 2-0, ça devrait être sec. Cette équipe-là, elle a des super joueurs, mais elle en fait rien, et puis en fait ils sont suffisants. Les mecs ils se regardent jouer. Et sur le tour d'avant, c'est Kawhi qui met plus de 30 points par match qui les qualifie. Là, il fait un match pourri, bam, tu perds. Il s'est sanction immédiate. Après, pour le moment, ça marche. Oui, complètement, ça marche. Mais à côté de ça, tu l'as dit toi-même avant ça, quand t'as un LeBron, bon, là, Kawhi, il est pas encore de ce calibre-là, ça passe. Mais il y a un moment où il faut gagner collectivement, quoi. Et pour le genre, je sais toujours pas ça. Montrezarel, ok, 6ème homme de l'année, c'est cool, mais c'est toujours pas ça non plus. Et il y a un moment, en fait, où faut se réveiller, quoi. Faut que les mecs s'énervent un peu, tu te mets de baffe et enfin, Denver doit même pas pouvoir espérer contre cette équipe-là. Tu peux pas pouvoir défendre sur des équipes comme ça. Normalement, ouais, c'est pas normal. Easy.
Ouais, bah après Denver, hier ils ont commencé, enfin, personne ne pouvait défendre sur eux, quoi. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que les Clippers, bah tu l'as dit, ils sont gentils, ils sont là, ils se prennent des paniers dans la tronche, ils sont gentils, personne va se foutre sur Jokic, personne va lui mettre une pression, enfin tu sais que le mec il shoot, tu sais que qu'il soit à l'extérieur de la ligne à 3 points ou dans la raquette, le mec il se baladait sans jamais vraiment d'opposition. Il y a eu un retour, un moment à moins 6 ou 8, un truc comme ça. Mais c'était juste, comme tu l'as dit, une fulgurance de Paul George. Voilà, c'est tout. Pas de jeu collectif. C'est juste Paul George qui est rentré en transe pendant 2 minutes. Et voilà. Et après, on est retombé sur les Clippers qui dorment, en fait. Ils dorment. Bah, quand t'as un Jokic qui dit c'est pas que je veux pas jouer plus vite, c'est que je sais pas courir plus vite, c'est quand même tendu, quoi. Je veux dire, moi je suis l'équipe en face, j'entends ça, je dis attends mec, prochain match, toi je te. Non, mais le mec a joué son jeu. C'est comme oui, s'il y aurait eu personne, c'était pareil. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas, t'as quand même. Zubac, si t'as 4 fautes, c'est pas grave, fais-les tes fautes. Ouais. Même Jamichael Green qui passe sa vie à 3 points, ah mon vieux, il va falloir que tu sortes un peu les muscles à un moment. Enfin, je sais pas, faut juste le perturber un peu, quoi. Et en plus, Denver, c'est quand même pas des monstres physiques et c'est des joueurs qui me semblent être un peu. Comment dire, qui supportent pas la pression de. Ouais, voilà, le contact. Porter Junior, excuse-moi, mais il est encore trop frêle et je l'adore. Hein. Mais je pense que si tu joues physique avec lui, il s'en sort pas, il aime pas ça. Je pense que le seul qui peut encaisser, on va dire, les contacts, c'est Millsap. Mais Millsap, il a 90 ans, donc tu peux gérer. Millsap, ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Hein. En fait, c'est. Ouais, c'est les Clippers qui sont à l'image de ce qu'ils font depuis le début des PO, quoi. Ouais. T'as l'impression ils ont pas pris conscience qu'ils étaient en playoff, les mecs. Non, je crois que c'est plus. Pour le moment, c'est pas encore assez prestigieux pour qu'on se les bouge, quoi. Ouais, mais c'est dangereux parce que quand ce sera. Oui. Enfin, déjà, tu peux te faire sortir. Et puis quand tu vas tomber sur une équipe suffisamment forte pour toi, bah eux, ils jouent déjà depuis 3 semaines. Mhm. Et tu vas te faire fesser. Les mecs jouent comme si c'était des matchs de saison régulière, quoi. Ouais, voilà. C'est exactement cette impression que j'ai. Ouais, je suis d'accord. C'est assez. Après, voilà, hein, pour le moment, comme j'ai dit tantôt, pour le moment, ça marche. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu tombes sur un mec qui va te casser la bouche, mais je sais pas si c'est Denver le candidat pour sortir les Clippers. Vous avez l'impression que Denver peut les sortir? Les sortir peut-être pas parce qu'il y a un moment quand même où il faut beaucoup de choses pour que Denver passe. Il faut que leur attaque soit en feu, il faut que les Clippers n'aient pas envie, etc. Ça fait que t'as trop d'aléatoires pour que ça passe. Par contre, tu vois, ils peuvent faire traîner la série. Et en fait, entre guillemets, c'est ce que. Enfin, si t'es les Lakers, t'es content. Hein. T'es content de voir les Clippers galérer et pas avoir envie. Hein. Si Denver, ils peuvent peut-être en prendre encore un, je pense. Le problème qu'il y a, c'est que, comme on l'a dit, il suffit d'un match où Murray soit se fait une cheville ou shoot moins bien et c'est plié. Mais, poser des questions, quoi. Il devrait même pas y avoir de débat, quoi. C'est inquiétant. Normalement, quand t'es contender, c'est vrai que tu dois arriver. Enfin, contenders plus, on va dire. Tu dois arriver et les séries, t'es censé les plier le plus vite possible. Montrer que t'es le patron et pas que l'autre équipe ait un espoir de faire quoi que ce soit et surtout pas de marcher dessus. Mais j'ai une question du coup à vous poser. Imaginons qu'au match 3 ou au match 4, peu importe, on soit sur une fin de match serrée. Vous êtes confiant dans les fins de match des Clippers? Parce que en fait, moi, pas du tout. Hein. Tu donnes la balle à Kawhi, tu pries très fort. T'as quand même Kawhi qui est là. Le mec a une petite expérience en termes de fermage de bouche et de découpage d'espoir. Hein. On se souvient de Joel Embiid qui en a pleuré. Ouais, mais regarde Jokic. Jokic aussi, c'est un joueur qui est bon. On se fout de sa gueule parce qu'il est lent et tout. Mais niveau clutch, le mec, il pose souvent ses bourses là où il faut. Hein. Même après toi, j'ai plus confiance en Denver sur une fin de match serrée, en fait, bizarrement. Et je vois les Clippers passer. Hein. La différence qu'il y a, c'est que Denver, ils ont le staff en plus et ils ont le coach qui peut dire voilà, pendant 4-5 phases de jeu, on fait ça. Et en fait, le truc, ce qu'il y a bien avec Denver, c'est que ce soit Jokic, Murray ou même Porter Junior, etc., ils auront un joueur qui sera en position de marquer. Chez les Clippers, si tout le monde s'écarte, tu la files au mec au dread et tu te fais très fort. C'est pas un bon plan de jeu et ça marche en saison régulière, etc. Mais il y a un moment où ça reste des stats, hein, le basket. Hein. Et il peut pas réussir son fadeaway à chaque fois, c'est trop. En fait, ils ont pas de choix, ils s'offrent pas de choix surtout.
Parce qu'encore une fois, Doc Rivers, moi j'aime bien, mais bon, il fait pas des grands playoffs et tu vas pas lui demander de réinventer sur un sport auquel ça a jamais été un grand coach, quoi. C'est un bon leader, mais c'est pas un grand coach. Ouais, je suis d'accord. On verra jusqu'à quand cette tactique, on va dire pour faire simple, des Clippers peut fonctionner, ne leur portera pas préjudice, mais effectivement c'est sans être préoccupant, il y a quand même de quoi se poser la question sur tout ça. Bien messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour cette fois-ci. Il nous restera encore de quoi analyser hein, avec les futures finales de conférence et la future finale NBA. On n'est plus à ça près maintenant. Toujours en direct de la bulle. Ça va, ça vous plaît toujours autant? Ça monte en intensité, c'est quand même. C'était Easy qui en parlait, je crois, avant ça, le fait que on a eu du basket brouillon, etc. Là, quand même, on arrive sur du haut de gamme. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à retrouver. C'est vrai Ouais. que ça se bat pas mal, c'est cool aussi. Ouais, Bon, juste le truc je trouve que c'est un peu bâclé, quoi. Tous les 2 jours un match et on n'a pas le Ouais, temps vraiment de se moi ce qui m'a préparer. Ouais. le plus dérangé, c'est que les séries commencent genre de 3 matchs alors que les Lakers allaient commencer leur premier match quoi. Là il y avait Ouais. quand même un truc, ça aurait été bien de mettre un petit stop de 3 jours sans basket, mais je pense qu'ils peuvent pas se le permettre financièrement en fait. À voir pour la suite. Bon, Cam et Easy, merci pour vos avis et vos retours analyses. Merci à vous. Et on se voit bientôt sur le site de QIBasket.net. A bientôt et bonne demi-finale de conférence. Ciao. À très vite, tout le monde. Salut les gars.